Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile sur Fast Auto. Nous sommes le 6 novembre 2025 et aujourd'hui nous allons plonger en profondeur dans un sujet qui prend des proportions gigantesques non seulement en France mais dans toute l'Europe, la fin du moteur thermique en 2035. Une échéance qui a été présentée comme un jalon historique pour la transition écologique du continent européen, destinée à réduire drastiquement les émissions de CO, à moderniser l'industrie automobile et à montrer l'exemple dans la lutte contre le changement climatique, mais qui, aujourd'hui, menace de se transformer en véritable bombe à retardement pour l'industrie automobile française et européenne, tant sur le plan économique que social, parce que cette décision impacte directement des millions d'emplois dans les usines, les centres de recherche et développement, ainsi que chez les équipementiers et les sous-traitants, qui constituent le tissu industriel européen depuis des décennies et qui, pour beaucoup, ne disposent pas des moyens techniques, financiers et humains pour effectuer une transition aussi radicale dans les délais imposés. Pendant ce temps, Bruxelles maintient une ligne dure, répétant sans cesse que l'avenir est électrique et que l'électrique doit être adopté coûte que coûte, qu'il s'agisse des voitures particulières, des utilitaires légers ou des flottes professionnelles, alors même que la réalité du terrain montre que cette transition est loin d'être prête, que les infrastructures de recharge sont encore fragmentées, que les stations rapides sont insuffisantes dans de nombreux pays, et que le consommateur européen n'a pas encore adopté massivement le véhicule électrique, notamment pour des raisons de coût, de praticité et de confiance dans l'autonomie. Tous ceux qui connaissent réellement l'industrie, qu'il s'agisse des dirigeants de grandes marques comme Stellantis, Renault ou Peugeot, des équipementiers comme Valeo ou Faurecia, ou des ingénieurs et techniciens qui travaillent au quotidien dans les chaînes de production, tirent la sonnette d'alarme et affirment unanimement que cette trajectoire est irréaliste, trop rapide, trop radicale et totalement déconnectée de la réalité économique, sociale et même culturelle du marché européen. Aujourd'hui, acheter une voiture électrique reste un luxe que seuls certains ménages peuvent se permettre, même avec les aides publiques et les bonus écologiques, et la classe moyenne européenne peine à suivre, d'autant plus que le prix moyen d'une voiture électrique neuve dépasse désormais largement les 40 000 € pour un modèle familial correct, alors que le thermique reste, pour l'instant, la solution la plus accessible pour la majorité des citoyens. En parallèle, le marché est confronté à une offre encore limitée et très segmentée, les citadines électriques sont compactes et peu adaptées aux longs trajets, les SUV électriques sont chers et leur autonomie varie fortement selon les conditions d'usage, et les véhicules utilitaires électriques peinent à convaincre les professionnels à cause de leur coût, de leur faible autonomie et de leur temps de recharge. L'Europe, malgré ces contraintes, continue d'insister sur une feuille de route rigide, imposant des quotas de vente pour les électriques et des interdictions progressives pour le thermique, sans offrir de véritables plans d'accompagnement réalistes et sans attendre une adoption naturelle par le marché, ce qui suscite une frustration croissante dans la filière automobile et un risque de ralentissement industriel, avec des conséquences directes sur l'emploi, la compétitivité des constructeurs européens face aux acteurs chinois et américains, et sur la capacité de l'Europe à maintenir son leadership technologique dans le secteur automobile. Cette situation complexe met en lumière un paradoxe majeur. D'un côté, l'Europe affiche des ambitions écologiques très fortes et un objectif clair de réduction des émissions, de l'autre, les contraintes imposées sur le marché et la vitesse de transition exigée créent un climat de tension sans précédent, où chaque décision réglementaire a des répercussions majeures sur la chaîne industrielle, sur le consommateur final et sur l'équilibre économique des pays concernés. En résumé, la fin du moteur thermique en 2035 n'est plus simplement un objectif écologique ou un symbole politique, c'est désormais un enjeu stratégique, social et économique qui pourrait redéfinir complètement le paysage automobile européen si les ajustements nécessaires ne sont pas rapidement mis en place, et qui mérite que l'on s'y attarde en détail pour comprendre tous les impacts possibles, de la production à la consommation, en passant par l'emploi, l'innovation et la compétitivité internationale. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'automobile représente des millions d'emplois directs et indirects en Europe, des usines d'assemblage où travaillent des dizaines de milliers d'ouvriers, la fabrication de moteurs thermiques et électriques, les équipements électroniques complexes, la sous-traitance mécanique, les réseaux de maintenance, de réparation et d'accessoires, toute cette chaîne industrielle vit grâce aux moteurs thermiques et à l'équilibre actuel entre thermique et électrification partielle. Lui couper la tête du jour au lendemain provoquerait une casse sociale et industrielle que personne ne veut assumer politiquement, car derrière chaque voiture qui disparaît du marché thermique se trouvent des centaines de postes supprimés, des fournisseurs fragilisés, des ateliers de réparation qui ferment et des formations d'ingénieurs et techniciens qui perdent leur raison d'être. Et pourtant, la France, qui jusque-là laissait penser qu'elle soutiendrait la filière automobile dans sa demande de report, vient officiellement d'annoncer qu'elle se range finalement derrière Bruxelles, validant ainsi une interdiction du thermique à l'horizon 2035 qui, selon tous les acteurs du secteur, ne pourra être respectée sans provoquer un chaos industriel. Cette décision est perçue comme une véritable trahison par la PFA, la plateforme automobile française,
qui a convoqué hier une réunion d'urgence rassemblant toutes les grandes marques françaises et européennes pour établir un front commun face à cette trajectoire jugée suicidaire. Les échanges ont été extrêmement vifs, et les déclarations officielles traduisent un désaccord profond et unanime face aux choix réglementaires européens. Le ton est monté d'un cran, le 100% électrique en 2035, nous n'y arriverons pas, clame Luc Châtel, président de la PFA, insistant sur le fait que les infrastructures, les chaînes de production, la capacité industrielle et surtout le comportement du consommateur ne suivent pas le rythme imposé. La régulation n'est pas imparfaite, elle est mauvaise, renchérit Carlos Tavares de Stellantis, soulignant que les directives européennes changent trop souvent, trop rapidement, sans coordination et avec un impact direct sur la planification industrielle et les investissements massifs en R&D. Nos ingénieurs passent trop de temps sur la conformité réglementaire au lieu d'innover, ajoute François Provost de Renault, évoquant le gaspillage de ressources humaines et financières sur des processus administratifs plutôt que sur le développement de nouvelles technologies automobiles. Jamais le secteur n'avait exprimé aussi ouvertement son désaccord, signe que le compromis diplomatique a explosé et que les acteurs industriels sont désormais contraints de parler haut et fort pour protéger leurs intérêts et la survie de l'industrie. Face à ce constat, les constructeurs réclament 3 leviers fondamentaux pour pouvoir continuer à fonctionner et à proposer des solutions réalistes au marché européen: la neutralité technologique, afin que les carburants de synthèse, les hybrides et les prolongateurs d'autonomie puissent continuer à exister après 2035 et réduire le CO sans sacrifier l'emploi, une flexibilité immédiate sur les normes CO et CAFE, car les ajustements réglementaires réalisés au dernier moment pénalisent la planification industrielle et créent des goulots d'étranglement massifs dans les chaînes de production, et enfin, une obligation de produire localement les composants stratégiques en Europe pour réduire la dépendance à la Chine et sécuriser la souveraineté industrielle, même si cela implique un surcoût, car la sécurité industrielle ne peut pas être négociée. Ce constat n'est pas théorique. Il est déjà visible sur le terrain, notamment sur le marché des utilitaires légers, essentiels pour les artisans, les PME et les flottes professionnelles. L'électrique y connaît un échec retentissant, seulement 9% de part de marché, contre un objectif de 20 à 25%. Le problème est multiple: prix trop élevé, autonomie insuffisante, temps de recharge long, manque de polyvalence. Pour beaucoup d'entreprises, ces véhicules électriques ne sont pas utilisables au quotidien, ce qui freine considérablement l'adoption et crée une frustration tangible dans le secteur. Face à cette situation, Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, a admis que les utilitaires thermiques pourraient continuer à être commercialisés après 2035, une mesure qui devrait être officialisée lors de la présentation d'un plan d'assouplissement le 10 décembre, afin d'éviter un effondrement industriel total. Mais même avec ces ajustements, de nombreux experts craignent que la révision reste insuffisante et qu'elle n'aborde pas les problèmes structurels majeurs du marché européen, notamment le coût des véhicules, la production de batteries et la capacité de l'industrie à absorber la transition. Pendant que l'Europe s'embourbe dans des contraintes réglementaires parfois contradictoires, la Chine opère un tournant stratégique majeur. Après avoir injecté officiellement plus de 230 milliards de dollars dans le développement de son industrie électrique, et en réalité probablement plusieurs centaines de milliards supplémentaires sur l'ensemble de la chaîne de production, incluant matériaux, batteries et subventions aux consommateurs, le gouvernement chinois a décidé de supprimer presque immédiatement ces aides à la vente. Cette décision crée un tri naturel sur un marché sursaturé avec plus de 150 marques en compétition, et certaines n'atteignant jamais la rentabilité risquent de disparaître. Seules les entreprises capables de survivre sans subvention resteront, ce qui modifiera radicalement la dynamique mondiale et aura un impact direct sur le marché européen, car les véhicules chinois, longtemps bon marché grâce à cette stratégie d'État, pourraient désormais voir leur prix augmenter, réduisant la concurrence pour les marques européennes et modifiant la perception du consommateur. Pendant ce bouleversement mondial, Stellantis fait face à ses propres difficultés. La marque Jeep a dû rappeler plus de 300 000 véhicules hybrides rechargeables, principalement des Wrangler et Grand Cherokee, en raison d'un défaut interne des cellules de batterie pouvant provoquer des surchauffe et, dans les cas extrêmes, des incendies. Les autorités américaines recommandent aux propriétaires de garer les véhicules à l'extérieur et de ne pas les recharger, un paradoxe cruel alors que l'électrification est censée être le futur de l'industrie. Ce rappel intervient à un moment critique, alors que Jeep commençait à regagner des parts de marché aux États-Unis grâce à l'hybride rechargeable, et risque de freiner cette dynamique, avec un impact potentiellement significatif sur la réputation et la confiance des consommateurs. Heureusement, toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises. En France, l'Assemblée nationale a rejeté à une large majorité une mesure du budget 2026 qui aurait supprimé les avantages fiscaux sur le bioéthanol E85 et le B-Cent. Sans cette décision, le prix du E85 aurait pu doubler voire tripler, rendant cette alternative thermique abordable pratiquement inaccessible pour de nombreux automobilistes. Grâce à l'action coordonnée des agriculteurs,
industriels, automobilistes et syndicats, ces carburants restent attractifs pour 2026, offrant une solution réaliste pour continuer à rouler thermique sans se ruiner et permettant à une partie de la population de participer à la transition énergétique de manière pragmatique. Cette décision montre qu'une transition efficace ne se fait pas uniquement par la contrainte réglementaire, mais aussi par le soutien aux consommateurs et par la préservation de solutions intermédiaires. Voilà donc pour cette vaste actualité automobile du jour, un dossier extrêmement complexe qui va continuer à évoluer rapidement dans les mois à venir. L'avenir de la filière européenne dépendra de la capacité des constructeurs à négocier avec Bruxelles, à adapter leur chaîne de production, à protéger l'emploi et à proposer des véhicules qui correspondent aux besoins et aux moyens des consommateurs européens. Si vous voulez suivre toutes ces informations avec nous sur Fast Auto, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser votre avis en commentaire pour soutenir la chaîne et la visibilité de notre travail. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et rendez-vous demain pour un nouveau débrief complet de l'actualité automobile. Ciao.